Imagine-toi un instant, si Soto avait signé pour les Dodgers. Non. Moi, je ne le voyais pas sur la côte ouest, là, toi non plus, je pense. Non, mais façon, juste parce que ça aurait pu. Tu comprends, là, ça aurait été peut-être un petit peu exagéré, là, mais ça reste que pour Blake Snell, écoute, il s'en va dans des conditions gagnantes. Est-ce que Scott Boras a appris de l'année passée? Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet, notre balado sur le monde du baseball en ce lundi, début de semaine. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Marc, on attendait Juan Soto, avec qui allait-il aller? Moi, je suis pas surpris qu'il soit à New York. Avec les Mets, je pense que les Yankees en avaient davantage besoin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. On va parler du montant tantôt, là. On parle strictement du côté baseball. C'est un dur coup pour les Yankees. C'est un dur coup pour les Yankees, Alain, pour la simple et bonne raison que là, on perd évidemment un frappeur de premier plan. Je sais qu'on va parler du salaire tout à l'heure parce que moi, ce qui m'étonne, c'est le chiffre, là, le montant qu'il a obtenu, là, mais on va en glisser un mot après. Oui. Là, il s'en va aux Mets. Il n'y aura pas d'Aaron Judge qui va frapper derrière lui non plus. Hein? Fait que ce ne sera pas nécessairement parfait ou plus facile pour lui de produire avec les Mets. Par contre, Alain, du côté des Yankees, je sais que c'est un dur coup. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, je veux dire une chose. Je regardais ce qui s'est passé dans le passé. Rappelle-toi, Alain, il y a 25 ans, A-Rod est parti de Seattle pour aller avec les Rangers du Texas. Ouais. Ça, c'était en 2000. En 2001, Seattle a gagné 116 matchs. Fait qu'il y a comme eu cet impact-là. Après ça, Bryce Harper a quitté avec les Nationals de Washington. C'était en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Les Nationals ont remporté la Série mondiale. Puis je pourrais même aller plus récemment, alors que Soto a quitté les Padres n'avaient pas fait les séries en 2023. Et en 2024, ils ont eu la troisième meilleure fiche de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, à quelque part, les Yankees peuvent se retourner de bord, Alain. On était à 5 millions près de mettre Soto sous contrat, semble-t-il. Donc ça veut dire que Soto, selon moi, n'a pas adoré son séjour avec les Yankees, parce que là, pour 5 millions rendus à 765, s'il avait vraiment aimé jouer pour les Yankees, il serait retourné, en tout cas, selon moi. Je ne peux pas croire qu'il était juste allé là pour une coupe de millions de plus alors qu'il est rendu à 765. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Je pense que là, les Yankees peuvent utiliser ce budget-là. Il y a des joueurs intéressants qui restent disponibles pour aller en chercher 2 ou 3 ou 4 même, au lieu d'avoir un seul voltigeur. Alors, faut pas être désespéré du côté des Yankees, mais on a des décisions créatives à prendre à partir d'un moment. Oui. Écoute, moi, Soto, je pense que je le mettrais premier frappeur. C'est pas compliqué. Si tu es pour avoir le traitement Barry Bonds, on sait qu'il a un bon œil au bâton. Mettez-le premier frappeur, puis il va se rendre sur des buts. Il y a du monde qui va en profiter derrière. Et j'ai regardé Marc juste pour vérifier. Tu me connais. Qu'est-ce qu'il a fait à Citi Field depuis le début de sa carrière? Juste au cas. C'est un MPP au-dessus de 1100 en 35 matchs. Fait que il a trouvé son compte. J'ai pas de problème avec ça, Alain. Par contre, les Mets se sont envolés lorsqu'on a placé Lindor au premier rang l'année passée. Est-ce qu'on va déplacer Lindor du premier rang? Parce que Soto et Lindor deviennent le fameux duo là, important en attaque parce que faut-il le dire que Pete Alonso est joueur autonome. Alors, pour l'instant, les Mets, on remplace évidemment, de toute évidence, on remplace Alonso avec le coup de bâton de Juan Soto, mais il va y avoir d'autres argent à dépenser, là. C'est pas une formation encore, selon moi, qui garantit, là, d'une place en série, là. Parce que là, si Alonso est pas là, c'est Vientos qui s'en va jouer au premier but. Ça veut dire que Beatty s'en va au troisième. Est-ce que Beatty va être capable de relancer sa saison après une saison difficile l'année dernière? C'est pas parfait au monticule comme lanceur partant non plus chez les Mets. Je sais qu'on a embauché Clay Holmes, on veut le mettre comme partant, mais là, est-ce qu'on est dans une situation où on fait des tests s'il est bon comme partant ou en tout cas, peu importe. Je trouve que dans ce dossier-là, Alain, là,
Je trouve que ça change l'industrie du baseball. Bon, on va parler d'argent, Marc. Il y a plusieurs choses là-dedans. Les Yankees, c'était une année de plus, il faut bien le dire. Donc, au prorata, là, il y avait quand même une différence importante dans le contrat. En plus, il y a une clause échappatoire. Je sais que tu adores ces clauses-là, Marc. Et qui pourrait faire grimper ce contrat-là jusqu'à plus de 800 millions de dollars. Bon. Moi, je trouve ça brillant. Pourquoi, Marc? Parce que l'univers économique du sport professionnel, du baseball en particulier, pourrait changer en 2029. Pourquoi? Parce que le contrat actuel avec les diffuseurs nationaux, comme par hasard, ça prend fin en 2028. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le fait qu'en 2029, il y a une clause échappatoire pour Juan Soto. Là, on va commencer, Marc. C'est énormément d'argent, on le voit. Juste pour le marché de New York, Marc, Cohen, on le sait que c'est le plus riche par une bonne marge de tous les propriétaires. Là, c'est la première fois que les Steinbrenner ont quelqu'un de l'autre côté de la rivière là, qui, regarde, capable de jouer avec vous autres. C'est gros, ça, pour les Mets. Ben, écoute, c'est gros pour les Mets. Puis oui, tu fais bien de parler juste du marché de New York parce que les Will Pond, on ne pourrait pas aller là. Dans le temps de George, non plus. Là. En fait, George aurait pas, les Will Palm n'auraient pas participé à ça, à ce derby Soto-là, certainement pas. Donc, ça change la donne. Par contre, Alain, là, on est rendu, on va se dire, là, à 5 gros marchés. C'est une ligue à 5 équipes, puis tu as les 25 autres qui essaient de se défendre dans ce marché-là. Il y avait juste 5 équipes, là, puis je dis encore 5, là, c'est peut-être généreux, là, qui pouvaient se dire on va payer ce montant-là. Dans le cas de Steve Cohen, je sais qu'il a fait son argent dans l'art. Puis là, il a vu qu'il y avait un beau tableau précieux là devant lui, puis il s'est dit, faut pas que je le manque. Mais est-ce qu'il y a un peu d'égo là-dedans, Alain? Parce que tu regardes, là, je veux dire, ce sont des montants, puis je veux pas dénigrer Juan Soto, Alain. C'est un excellent frappeur de sa génération, là, c'est extraordinaire, son œil au bâton, les statistiques avancées sont là pour le prouver, Alain. Mais c'est un frappeur. Il joue pas en défense, il joue pas bien en défense, il court pas bien. Fait que là, on vient de mettre une barre. Tu sais, Shohei Ohtani, là, c'est une marque. Tu comprends? C'est-à-dire que lui, là, les Dodgers se sont déjà remboursés de tout cet argent-là. Il y a un autre pays au complet qui est derrière lui, puis même financièrement, ça, c'est le Japon. On peut pas faire de comparaison. Ohtani, c'est Ohtani. Là, on parle de Soto, qui est un frappeur, un excellent frappeur, mais qui il va faire 50 millions par année et plus. Ça va déranger le marché, Alain. On va donner quoi à un Bobby Witt Jr., qui, lui, est un joueur complet? Ben, il vient de signer pour plusieurs saisons. Oui. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est la comparaison. Ouais, c'est un gars qui court, un gars qui joue très bien en défense. Ouais. Là, c'est un frappeur, on va le dire, là, je dirais pas unidimensionnel, mais c'est un joueur unidimensionnel, pas un frappeur unidimensionnel parce qu'il frappe avec puissance sur les buts. Mais là, je trouve que le marché est complètement différent. C'est pas sûr que c'est bon, moi, pour le baseball. En fait, je suis sûr que c'est pas bon pour le baseball, Alain, parce que là, l'écart entre les propriétaires riches et les autres, les 5-25, l'écart se creuse. Et là, tu as un écart qui se creuse entre même les joueurs vedettes. Là Alain, tu sais, je veux dire, il fait le salaire. Écoute, pensez-y bien, là, il fait plus que Mookie Betts, qui a signé il n'y a pas si longtemps, puis Betts est un joueur complet. Tu sais, donc, les comparaisons, on pourrait les faire là, jusqu'à demain matin, mais je trouve que là, on passe à un autre niveau, puis ça va déranger. Prochaine convention collective, 1er décembre 2026, là, j'ai l'impression que ça risque de brasser à ce moment-là. Ben, le contrat aussi là, qui va s'en venir par la suite. Marc, je pensais à ça avec le salaire minimum du baseball majeur. Là, bon, grosso modo, je fais un chiffron, là, 500 000. Ça veut dire que son voisin de casier, Soto, pourrait gagner 100 fois plus que son voisin de casier. Et j'en ai parlé souvent, Marc, du fait que les propriétaires sont morts de rire, quoique avec ce contrat-là, on peut peut-être en douter, mais qu'il y a des joueurs qui évoluent au cours de leurs 4 premières années sont sous-payés. C'est là qu'on en revient souvent. Exact. Mais tu sais, comment régler ce problème-là, il est pas évident, là, hein, tu comprends? Parce que même s'il y avait un plancher, là, puis tu disais à certains propriétaires, là, dépenser, parce qu'il y a un beau partage de revenus. Ça, on se le cachera pas, il y a un beau partage. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines équipes qui dépensent même pas cet argent-là du partage. Mais ça n'empêche pas, Alain, que les plus riches
vont toujours dépenser plus, puis ils vont toujours faire en sorte que ça fait monter les enchères. Donc, la jurisprudence là-dedans. Vladimir Guerrero est mort de rire aujourd'hui. Il est probablement un de ceux, tous les joueurs qui vont tomber joueurs autonomes à 26 ans. Donc, les joueurs qui ont signé soit évidemment comme joueurs autonomes de la République dominicaine ou qui ont signé comme joueurs du secondaire, c'est eux qui vont chercher ce genre de contrat-là parce qu'ils tombent joueurs autonomes à 26 ans et non à 30, 31, 32. Alors, Vlad Guerrero, à 25 ans, il va avoir 26 ans l'année prochaine lorsqu'il va devenir joueur autonome. S'il connaît encore une saison comme il l'a connu cette année, il va faire exploser la banque. Et là, les Blue Jays ont perdu une très, très belle occasion de le mettre sous contrat à long terme l'année passée ou il y a 2 ans, comme les Braves ont fait avec Ronald Acuña Jr., par exemple. Oui. Écoute, on devait en parler. On va y aller tout de suite. Vlad Guerrero, là, ça vient d'augmenter le marché. Là. On ne peut pas faire autrement. C'est peut-être pas au niveau de Juan Soto, mais bon, les 2 grosses saisons de Vladimir Guerrero, c'est ça. Bon, évidemment, ça va y en prendre une autre là, pour confirmer son statut. Mais quelle est la position des Jays? Les Jays, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé dans le derby de Juan Soto. Je pense dans les 5 gros marchés, Toronto, tu les mettais là-dedans, oui. Marc. Pourquoi on est dans le derby Juan Soto? Marc, c'est pas compliqué, là. Rogers a fait de grosses acquisitions. La principale, c'est d'être devenu le propriétaire majoritaire de Maple Leaf Sports Entertainment. C'est énorme dans le monde du sport, pas seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. Là. On a l'ensemble de toutes les équipes dans le plus gros marché au Canada. Donc, Rogers s'est positionné comme tel. Ça prenait un gros nom. C'est pas compliqué. Ça prenait un gros nom. C'est pour ça qu'on a été fort à Ohtani l'année passée. Je ne sais pas si on savait où on s'en allait avec Maple Leaf Sports Entertainment. Je pense que oui, Marc, c'est pas une négociation ce qui se fait du jour au lendemain. Là, on était là sur Soto. Marc, le prix, inévitablement, vient d'augmenter. Là. Oui, absolument. Et là, si tu te places du côté des Jays, est-ce que tu dis, il aurait fallu, tu sais, avec l'expérience de Ohtani l'année dernière, puis là, de Soto, il n'aurait peut-être pas fallu se concentrer sur le plan B plus tôt, là. Tu comprends? C'est que là, on vient de s'élancer dans le vide à 2 reprises. Mais là, est-ce qu'on donne les moyens à une direction baseball qui, n'a pas un dossier parfait jusqu'ici? Est-ce qu'on ouvre les valves pour Vlad Guerrero? La fenêtre est maintenant, Alain, là, avec Beau Bichette. Je sais qu'il n'a pas connu une bonne saison l'année passée, Bichette, mais ça reste que c'est un peu le cœur de cette équipe. Bichette, Guerrero, on a un personnel de lanceur partant qui est très correct, mais qui est vieillissant. Puis on n'a pas une grande relève, Alain. Tu regardes les filiales des Blue Jays, on n'est pas parmi le réseau qui a le plus de joueurs d'avenir. La fenêtre, c'est maintenant. Est-ce que là, on dépense? Est-ce qu'on se vire vers un Teoscar Hernandez qu'on ramène? Là, il y a Jordan Romano qui vient de signer avec les Phillies de Philadelphie. On l'avait perdu, évidemment, parce qu'on l'avait pas protégé. Mais donc, il y a du travail à faire en relève aussi. Alors, il y a des devoirs à faire. Je sais que l'argent pour Ohtani et ou Soto cette année du côté de la direction des Jays est peut-être pas nécessairement disponible pour aller chercher 3-4 autres joueurs. Parce que tu l'as dit, ce sont des joueurs vedettes qu'on voulait là, vraiment attirer du côté de Toronto. Mais il y a des grosses devoirs à faire. Puis la première chose, c'est Vlad Guerrero. Et Vlad Guerrero peut attirer du monde encore du côté des Blue Jays de Toronto, des joueurs autonomes. Mais si tes 2 gros joueurs sont pas signés à long terme, Alain, ça va être difficile, selon moi, d'attirer des joueurs vers les Blue Jays. Oui, moi, je pense que Bichette, de toute façon, ses jours sont comptés. C'est mon impression. Dans le cas de Guerrero, là, va falloir prendre des décisions. Parce qu'on va être compétitif cette année, Marc. Les décisions qui ont été prises l'année passée ou les non-décisions, je parle au dossier des lanceurs partants, on aurait pu les échanger. Non, on va être compétitif en 2025. Donc, il y a des décisions qui vont être rendues. Il y a de l'argent sur la table pour Atkins. Et le dossier à régler, c'est celui de Guerrero. Bichette, moi, comme je te dis, moi, je suis pas sûr qu'il va commencer l'année avec les Blue Jays de Toronto. S'il y a quelqu'un qui est prêt à le prendre, j'ai l'impression là, que ça ne coûtera pas si cher. Alain, de toute façon, on peut anticiper plein de choses. La seule, je pense, la chose qu'on peut dire qui va être différente par rapport à hier ou par rapport à la signature de Soto, c'est que ça va coûter plus cher pour signer Vlad. Je veux dire, on a beau anticiper n'importe quoi d'autre, c'est que ça va coûter plus cher pour signer Vlad Guerrero compte tenu de ce qui vient de se passer. Puis tu l'as dit tantôt,
On peut comparer Vlad et Soto à un certain moment donné, parce que Vlad est un bon frappeur aussi, mais on sait que Soto est supérieur, mais Vlad est un excellent joueur de premier but, apporte quand même quelque chose d'intéressant en défense. Puis s'il est capable de répéter moindrement la saison qu'il a connue, moi, ça me surprendrait que les Jays soient capables de mettre sous contrat Vlad Guerrero maintenant, compte tenu du marché. Puis Vlad va vouloir aller tester ça, là, ce marché-là. Là. Ben oui. Marc, on va parler de deux autres signatures qui détonnent par rapport à toutes les autres jusqu'ici. Blake Snell s'en va avec les Dodgers. Les Dodgers, j'ai vu un article, c'était de l'ironie, Marc, mais comme quoi que toutes les autres équipes avaient abandonné parce que les Dodgers avaient mis tout le monde sous contrat. Je pense que tu avais vu ce... Bon, c'était une farce, mais on comprend où on voulait aller. Les Dodgers ne s'excusent pas de dépenser autant. Il y a beaucoup d'argent sur le long terme. Donc, au-delà de la durée athlétique du contrat, un peu comme Shohei Ohtani, là aussi, est-ce qu'on anticipe ce qui va arriver au-delà de 2028? Pas impossible. Mais toujours est-il que, bon, dans le cas de Blake Snell, Marc, regarde, après son camp d'entraînement qu'il a fait pendant la saison, il a été très bon avec les Giants l'année passée. Bon, il n'y a pas de doute qu'il était un lanceur de premier plan là, qui vient joindre un groupe qui était déjà garni. Il y avait beaucoup de blessés, évidemment, du côté des partants des Dodgers, mais à un moment donné, ces gars-là vont revenir. C'est sûr, imagine-toi un instant, si Soto avait signé pour les Dodgers. Non. Moi, je ne le voyais pas sur la côte ouest, là, toi non plus, je pense. Non, mais façon, juste parce que ça aurait pu. Je comprends, là, ça aurait été peut-être un petit peu exagéré, là, mais ça reste que pour Blake Snell, écoute, il s'en va dans des conditions gagnantes. Est-ce que Scott Boras a appris de l'année passée? C'est un peu ma question aussi, là, parce que Scott Boras, bon, tu as parlé de Snell qui a eu son camp d'entraînement en saison, les problèmes de J.D. Martinez, les gars finalement qui ont signé sur le tard. Fait que là, cette année, écoute, il y a une stratégie bien différente. Alors, Snell reçoit beaucoup d'argent, mais évidemment, c'est un lanceur de premier plan qui peut gagner le trophée Cy Young s'il est en santé. C'est aussi simple que ça. Alors, les Dodgers ont une meilleure équipe. Tu sais, Alain, on a gagné la Série mondiale, il n'y a pas de problème avec ça, tant mieux. Mais on a utilisé des ouvreurs là, en série de championnat, en série mondiale. Puis ça, je pense, ça ne partait pas à la direction. Donc, on s'arrange pour avoir les lanceurs partants nécessaires pour aller le plus loin possible. Oui, et l'autre, moi, je pense que c'est celui qui aurait dû être la priorité des Blue Jays, c'est Willy Adames. Finalement, les Giants qui en mettent un sous contrat, ou Eureka. Adames était convoité. Moi, il y a des équipes qui le mettaient à l'arrêt-court. Les Yankees ont été associés à Adames. Écoute, il est capable de faire encore un bon travail à l'arrêt-court. Oui. Moi, Alain, c'est en attaque. Frapper à San Francisco, frapper à Milwaukee. Attention, là, je pense pas que les chiffres d'Adames des 2-3 dernières années vont être identiques à San Francisco, mais c'est correct. Moi, je trouve que les Giants n'ont pas le choix de répondre. Alain, regarde ce qui se passe avec les Dodgers, regarde ce qui se passe avec les Padres. Tu veux sortir quelque part là-dedans. D'ailleurs, je sais que c'est pas une nouvelle de grande importance, mais Michael Conforto, lui qui passe des Giants aux Dodgers, lui qui signe un contrat d'un an avec les Dodgers, mais toujours est-il que moi j'aimais beaucoup Adames, il aurait aidé bien des équipes. D'ailleurs, tu l'as dit, il y a plusieurs équipes qui étaient après lui. Parce que les Blue Jays, effectivement, auraient eu une meilleure équipe. Il aurait été un bon mariage, selon moi, avec les Blue Jays de Toronto. Mais là, j'imagine qu'on se concentrait sur Juan Soto, et là, on se retrouve. Soto n'est plus disponible et Adames non plus n'est plus disponible sur le marché. Bon, écoute, Marc, c'est les trois grosses signatures jusqu'ici. Soto, Snell, Adames. On va passer à la question de la semaine tout de suite. C'est présenté par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant de plus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Puis la question, on en a parlé. Est-ce que, selon vous, le prix vient de changer pour garder Vladimir Guerrero Jr. à Toronto? Jusqu'à quel point? On vous invite à vous prononcer, à y aller de vos commentaires sur cette question sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado, ou encore aller sur notre site internet comptecomplet.com. Alain, pour ce début du deuxième segment, je vous rappelle notre partenaire principal, Plan de match à Boucherville. Alors, même si c'est l'hiver, il y a des cadeaux de Noël là, qui s'en viennent. Alors, si
vous êtes intéressé à aller chercher de l'équipement de baseball ou quoi que ce soit qui est relié au baseball, allez à la boutique Plan de Match. Évidemment, cage de frappeur intérieur pour privé. Allez sur notre boutique en ligne également. Et pour nous rejoindre plus facilement, pour savoir justement où nous regarder, où nous écouter, allez sur notre site internet www.comptecomplet.com. Bon, Marc, on a parlé d'Adamez, on a parlé de Soto également, on a parlé de Snell, mais il y en a pas mal d'autres qui sont encore libres. Parmi ceux qui ont signé, j'ai regardé les plus gros contrats, les deux principaux, deux lanceurs partants. Kikuchi qui a signé avec les Angels, et l'autre, c'est un autre lanceur partant. Et c'est probablement l'embauche la plus surprenante de tout le marché depuis le début. Les Aces d'Oakland qui mettent la main sur Luis Severino. Il y en a pas mal qui se grattent la tête. J'en fais partie. Je ne sais pas comment tu as vu cette embauche-là. Ben, écoute, ça tombe juste au moment où, je sais que c'est un peu insultant pour les partisans d'Oakland, mais qu'on s'est dit, on va dépenser un peu d'argent. Là. On va commencer à dépenser de l'argent. Je trouve ça très insultant, là, pour être bien honnête. Oui, et là, ben, on répond avec un Severino, qui, il faut le dire, a quand même bien rebondi avec les Mets de New York, Alain, du côté de Severino. Oui. Donc, est-ce que c'est le début de quelques gestes posés? Possiblement. Du côté de Kikuchi, avec les Angels, ben là, les Angels tentent de se doter d'une équipe un peu plus respectable. On s'attend de grandes choses de Mike Trout. On tente de l'entourer un petit peu plus. Mais c'est clair que ces gars-là vont là pour l'argent. Là. C'est pas, je veux dire, il y a certainement des équipes. Tu sais, Kikuchi était très en demande, là. Mais les Angels en ont mis un petit peu plus. Dans le fond, du côté des Angels, ben, l'inning, c'est est-ce qu'Anthony Rendon va pouvoir finalement jouer du baseball, à la hauteur de son salaire? Peut-être pas, mais certainement peut-être en donner un petit peu plus. Toujours est-il que je jouer plus souvent, là. En tout cas, Kikuchi reste quand même, selon moi, une belle option. C'est pas un gars qui a coûté si cher que ça, le contenu de l'argent qu'on garoche en ce moment, mais ce sont quand même des prises intéressantes. Moi, je pense que Severino peut faire un travail très, très honnête avec les autres. Oui. Écoute, il y a des joueurs intéressants, là. Je pense à l'attaque. Bon, il y a Rooker qu'on n'a pas échangé. On aurait pu le faire au cours des 2 dernières années, je pense, avec un très bon retour. Lawrence Butler qui s'est éclaté. L'Angelier derrière le map. Bon, moi, j'aime beaucoup Joey Estes au monticule. Ça va donner quoi rendu à Sacramento? Regarde, peut-être qu'on a des plans. Marc, là, je te place dans les souliers du directeur général. Les lanceurs partants en demande. Il y en a encore des très, très bons. Et parmi ceux qui sont disponibles, il y en a 3. Je pense qu'ils sont au-dessus des autres. Corbin Burns, 30 ans. Même chose pour Max Fried. Le troisième, il y en a 23. Vous me dites comment ça se fait, 23. Roki Sasaki. Est-ce que c'est un autre marché à la Yamamoto l'année passée, ça? Je pense pas qu'on se rende là, Alain. Je parle en termes de salaire. Écoute. Là, ce qui est le fun avec lui, Alain, c'est que j'ai l'impression que plusieurs équipes là, vont pouvoir être intéressées. Je suis pas sûr là, qu'on veut donner 30 millions par année à un gars de même. Là. Mais bon, c'est... Quand même, Marc, ces statistiques sont très impressionnantes au Japon. Là. Je veux dire, il y a du contrôle, il retire tout le monde, balle rapide à 100 000 à l'heure. Ben, Alain, ça en prend juste un. Tu le sais, hein, ça en prend juste un propriétaire ou une équipe qui dit on se lâche lousse. Écoute, c'est sûr que Burns ou Fried, tu vas te ramasser, Alain, avec une meilleure équipe, une meilleure personne de partant. Tu ajoutes un gars de même dans ta rotation, tu as une meilleure équipe, assurément. Est-ce que le fait que Snell est maintenant avec les Dodgers, c'est terminé pour les Dodgers? Je pense qu'on peut jamais dire jamais du côté de Los Angeles. Mm-hmm. Mais ça reste que, encore une fois, je regarde les salaires. Ces gars-là profitent d'un marché, profitent d'une année exceptionnelle. Ben, ils vont s'en aller dans les gros marchés. Alors, moi, je m'attends à ce que, je regardais, on parlait des Mets de New York tantôt, là. On a fait quelques petites acquisitions ici et là, mais si on va chercher un lanceur de premier plan, on en a, là, qui sont disponibles. Est-ce qu'on est capable pas qu'on est capable, on est capable de payer. Est-ce qu'on veut aller de ce côté-là? Moi, je me dis, si tu investis 765 millions pour cet auto, il faut que tu l'entoures. Et c'est là que j'ai l'impression qu'on pourrait voir un des noms que tu as mentionnés atterrir avec les Mets de New York. Oui, parce que là, tu regardes les Mets. Peterson, l'année passée, sa meilleure saison. Là, son défi, ça va de
d'en avoir une deuxième semblable. Paul Blackburn va être de retour. Ça, c'est un autre aspect. On l'a acquis des Aces d'Oakland. Clay Holmes, on veut l'utiliser comme lanceur partant chez les Mets de New York. Donc, c'est pas comme si on est totalement dépourvu. Senga va être encore là, ça fait 4. Donc, on n'est pas dépourvu encore de ce côté-là. Diaz va encore être le releveur numéro 1. Là, évidemment, ça va être en relève qui va l'appuyer. Est-ce qu'on va vouloir utiliser la recette des Rays? Il y en a de plus en plus d'équipes, Marc, qui s'en vont là. Bon, je ne paierai pas si cher que ça pour des releveurs. Regarde, on va garder des gars sous-évalués qu'on va essayer de maximiser. Est-ce que tu penses qu'il y a plus d'équipes qui s'en vont là? Ben oui, mais juste pour revenir là, un petit peu aux Mets, c'est que là, tu sais, Clay Holmes, ça va être un test. On en a parlé tantôt, ça va être un test, mais là, et si ça c'est pas convaincant, Alain, il peut aller justement agir en 7 ou 8e manche. Tu sais, on sait qu'il est capable de se faire ce travail-là. On a mis ce contrat Frankie Montas. Qu'est-ce que ça va donner? C'est intéressant, là. C'est pas qu'on n'a rien absolument en termes de lanceur partant. C'est ça. Mais tu sais, de dire là que présentement, ben, c'est Senga qui est le numéro 1, puis après ça, ben. Exact. On espère, tu l'as dit, le Peterson. Donc, c'est pour ça que je me dis, t'ajoutes un Freed ou t'ajoutes un Corbin Burns, là, soudainement, oups, là, on est peut-être ailleurs, là, du côté des Mets de New York. Oui. Écoute, aussi, quels sont les plans pour José Butto et Delian Nunez? Marc, c'est 2 lanceurs sur lesquels on a des aspirations quand même assez élevées. Ce sera à suivre. Les joueurs de position, Marc, qui restent. On pense à Alex Bregman et Pete Alonso. Je pense que les 2 viennent en haut de la liste. Là, les Astros, semble-t-il, viennent d'offrir un 5 ans, à peu près 25 millions par année à Alex Bregman. Moi, j'ai l'impression que Bregman, ça lui tente de mettre sa signature. C'est tout ce qu'il a connu. Ouais. Il est à l'aise là-bas. Il est allé à l'université dans le sud des États-Unis, à LSU, Louisiana State. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin que ça d'un retour de Bregman avec les Astros. Ben écoute, je vais te dire une chose. Compte tenu du montant qu'il demandait, je suis pas mal sûr que ça refroidit bien les équipes, Alain. Ouais. Alors là, ça se peut qu'effectivement, tout ça était le fait qu'on puisse... d'avoir ce même mariage avec les Astros de Houston. Effectivement, moi, je ne serais pas surpris. Il y a Oscar Hernandez, Alain, certes, Santander, ce sont quand même des joueurs, des voltigeurs qui peuvent faire une différence. Je regarde les Dodgers, pour revenir aux Dodgers rapidement, on a parlé de Conforto tantôt. On a... je suis pas certain. Donc, ça veut peut-être dire que Teoscar, pas qu'on voulait pas, mais il y a peut-être des négociations ailleurs là, qui se déroulent pour un gars qui frappe une trentaine de circuits et produit 100 points par année. C'est sûr que le marché coûte très, très cher là, en ce moment pour les équipes. Alors, tu sais, puis on a Edmund qui a été signé à long terme du côté des Dodgers, qui va probablement aller jouer au chancentre maintenant. Alors, fait qu'il y avait peut-être un peu moins de place là, du côté de Teoscar avec les Dodgers. Mais ça reste qu'il y a bien des équipes là, qui ont besoin d'un voltigeur de coin là, qui produit, dont les Yankees de New York, parce qu'on vient d'en perdre un pas pire. Oui, bon. Mais compte tenu que Soto vient de partir, puis on a vu que ça n'a pas été convaincant pour Jason Dominguez en défense de ce qu'on a vu, un échantillon qui n'est pas très élevé, Marc, mais ça n'a pas été très rassurant ce qu'on a vu. Est-ce qu'on va aller vers un voltigeur qui va plus attraper la balle? Ou encore, on peut donner plus de temps de jeu. Il est déjà dans l'organisation. Trent Grisham, 2 fois, il a remporté le Gant d'Or. Ça a déjà été un régulier. Est-ce que tu penses qu'on pourrait dire, mais regarde, on en a un très bon en défense. Regarde, puis on va mettre notre argent sur... Tu sais, il y a d'autres positions où on a besoin d'aide. Là, à l'avant-champ, il manque quelqu'un. Puis même à l'avant-champ, soit au deuxième pour au premier but. Donc, c'est peut-être là qu'on va mettre notre argent chez les Yankees. Puis, écoute, regarde, il y a l'avant-champ. Ah, je suis d'accord. Moi, regarde, va chercher un Christian Walker pour 1 an ou 2. Ça va certainement t'aider au premier but. Faut que tu ailles chercher. Effectivement, là, bon, Gleyber Torres est joueur autonome. Tu viens de perdre Juan Soto. Mais tu as les moyens, donc il faut quand même combler ça. Mais je pense pas, Alain, qu'on va vers Trent Grisham. Parce que Grisham va rester avec l'équipe peut-être, mais... Oui, on a renouvelé son contrat là, avec... non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu veux le mettre comme régulier? Je pense pas qu'on va aller de ce côté-là, moi, du côté des Yankees de New York. On vient d'atteindre la Série mondiale.
On veut y retourner, là. Alors, faut que tu y retournes, faut que tu aies un joueur qui produit sur les deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Évidemment, avec Soto, c'était une production au-delà en attaque, donc on pouvait compenser sur un jeu défensif plus ordinaire. Et dans ce cas-ci, moi, je pense qu'il faut que tu sois capable de compléter avec... Tu sais, si tu vas chercher un Christian Walker, par exemple, je dis Walker parce que c'est un bon premier but, c'est un bon joueur en défense, peut t'apporter en attaque. Peut-être un même type de joueur qui peut aller jouer, par exemple, au champ droit. Puis, aider aussi, faut pas oublier, là, on parle de joueurs en défense, Alain, mais tu sais, le rôle offensif, tu sais, Aaron Judge, là, ça, frapper avec un gars qui est toujours sur les sentiers, là. Fait que, c'est ça. C'est pas évident, mais comme j'ai mentionné tantôt, c'est pas parce que tu as perdu Juan Soto, là, que soudainement, il n'y a plus rien à faire, là. Je pense que c'est le temps vraiment que les Yankees démontrent leur habileté à être créatifs dans les décisions baseball. Bon, écoute, il y a un nom que je vais te lancer. On a parlé des carences défensives des Yankees l'année passée. C'est pour ça que je ne vois pas Judge au champ centre. Est-ce que Kim ne devient pas un candidat? Et là, je parle des Yankees, mais la réflexion que je me faisais pour Adamez avec les Blue Jays, là, maintenant qu'Adamez n'est plus disponible, j'ai l'impression que les Yankees et les Blue Jays pourraient profiter de l'arrivée d'un gars comme Kim. C'est sûr que le marché pour Kim vient d'augmenter. C'est clair. Aussitôt qu'Adamez était signé, là, c'était le joueur de milieu d'avant-champ qui suit, là, qui est digne des lignes majeures, puis qui est très bon en défense, puis qui peut peut-être même surprendre en attaque. Là. Ça dépend évidemment du stade dans lequel il va évoluer davantage. Là, mais... Avant Torres? Moi, personnellement, oui. Dans ton évaluation? Personnellement, oui. Tu sais, Torres, c'est un bon joueur. Honnêtement, c'était un mariage parfait avec les Yankees dans son style de frappeur. Je sais pas ailleurs. Je sais pas. Je suis pas convaincu, personnellement. Alors que Kim, pour moi, pourrait être celui qui pourrait être intéressant à ce niveau-là. Mais ceci étant dit, il y a quelqu'un qui va il va courir le risque avec Torres. Puis on va lui donner pas mal d'argent aussi. Les gars, là, tous les joueurs autonomes actuellement, mais je parle pas juste ceux qui ont 26 ans, là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de 26 ans, là, mais tous les joueurs autonomes, Alain, en ce moment, le marché est intéressant pour eux compte tenu de tout ce qui vient de se passer. Oui. Écoute, je regarde en défense, là, comme voltigeur de centre, là, si tu veux raffermir ta défense, il n'y a pas grand monde de disponible, là, à moins de trouver quelqu'un des ligues mineures, là. Mais à part Harrison Bader, Marc, qui a déjà joué avec les Yankees, on a déjà donné, on n'ira pas là. Je trouve pas ça souhaitable d'avoir Judge au centre, personnellement. Puis tu sais, regarde, les Dodgers ont signé Edmund, là, c'est pour jouer au champ centre. Alors, on en avait un bon, là, parce que même s'il a joué à l'arrêt-court en Série mondiale, là, je pense pas que c'est là qu'il va s'en aller. Donc, c'est une perle rare, là, le voltigeur de centre à ce niveau-là. Donc, les Yankees ont des devoirs à faire. Les Blue Jays, ils ont beaucoup de devoirs à faire. Les Yankees ont des devoirs à faire. La division Est, on va dire une chose, pour être changeante, parce que semble-t-il que les Red Sox étaient dans le coup, Alain, pour Juan Soto. On semblait vouloir changer notre fusil d'épaule pour dire, hey, ça vaut peut-être la peine. Est-ce que là, ça va paraître à la suite du fait que le dossier Soto est complété, là? Oui, écoute, on s'est servi du petit change qu'on avait pour Soto pour avoir Haroldis Chapman. Pas sûr que tous les partisans des Red Sox sont très heureux, mais bon, ça ajoute de la profondeur, on va dire ça de même. Oui, écoute, on avait un surplus de voltigeurs. Il y a Tyler O'Neill qui est parti. Il s'en va à Baltimore. Ça, je trouve ça intéressant, Marc. Baltimore qui a, avec un deuxième étage pas porté sur des gros contrats, porté vers la consolidation des acquis. Ça, c'est la recette des Astros de Houston, mais d'ailleurs, la direction vient anciennement des Astros. Donc, Tyler O'Neill s'en va à Baltimore. Je trouve ça plutôt intéressant, Marc. Écoute, on avait besoin de puissance, je pense, du côté droit. Du côté des Orioles de Baltimore. Oui, puis tu sais qu'on va ramener un peu les clôtures. Hein? On va faire une autre modification. Donc ça va peut-être influencer la décision de Tyler O'Neill. Mais moi, je n'aille pas ça. Mais ça confirme le départ de Santander, selon moi. Là. Santander ne sera pas de retour avec les Orioles de Baltimore. Je n'aille pas du tout donc ce que Tyler O'Neill peut apporter avec les Orioles de Baltimore à ce niveau-là. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours la question, parce qu'il a souvent été blessé, mais lorsqu'il est en santé, il l'a prouvé encore l'année passée, c'est un gars qui est capable d'apporter très, très belle puissance, une belle contribution là, à l'équipe. Et effectivement, je pense qu'il avait besoin de cette puissance du côté droit. Oui. Chez les releveurs, Marc, qui serait ton premier choix? J'ai la liste devant moi, là, mais il y en a quelques-uns qui ont connu de bonnes saisons. Je te nomme 3 releveurs numéro 1 l'année passée.
Estevez, Yates, Tanner Scott. Tu prends qui entre les trois? Ben, c'est sûr que pas Yates. Yates serait mon numéro 3, là. C'est correct, c'est correct à ce niveau-là, mais ça aussi, c'est un marché intéressant, là. On parle des Blue Jays tout à l'heure, mais Romano est plus là, il est rendu avec les Phillies. Est-ce qu'on a vraiment un joueur, un lanceur actuellement qui peut agir que comme releveur numéro 1? C'est un autre aspect. Tanner Scott viendrait quand même combler quelque chose de fort intéressant à ce niveau-là. C'est sûr que là, avec la signature de Soto, Alain, moi, je m'attends à ce que dans les prochaines heures, parce que là, évidemment, ce sont les assises du baseball, là, ça va bouger pas mal. On entend beaucoup les rumeurs sur Garrett Crochet aussi en transaction. Maintenant que Pete Alonso, maintenant que Soto est signé, bon, Alonso s'en va où? On parlait de premier but. Est-ce qu'Alonso peut faire la transition de Mets à Yankees? Parce que les Yankees se cherchent un premier but. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça va être le fun. Ça va être le fun, tout ça pour dire que ça va être intéressant ce qui s'en vient, là. Marc, dernière chose, je regarde l'âge de tout le monde. Ça commence par un 3 pour à peu près tout le monde. Vois-tu des contrats de plus de 5 ans? Moi, je pense qu'il y a peut-être un partant ou deux qui pourront aller au-delà de ça, mais je pense pas qu'on aille plus loin que ça là, pour les joueurs qui restent. Tu sais, Alain, ça fait une couple d'années qu'on parle de ça, là. Il y a cette tendance qui change, puis qu'on paye un petit peu plus les gars qui sont admissibles à l'arbitrage. Bon, mais c'est pas confirmé comme tendance. T'sais, on l'a dit tantôt, il y a toujours un propriétaire qui dit, hey, moi là, je le veux à tout prix. Puis bon, j'aimerais dire que je suis pas mal convaincu que ça va être ça qui va arriver. On n'ira pas bien plus loin qu'un 4-5 ans, surtout pour un lanceur. Lorsqu'il atteint le 35, on sait ce qui est arrivé avec des gars comme Jacob deGrom, puis de Max Scherzer et compagnie. Mais ça en prend, il y en a toujours un. C'est pour ça qu'à 26 ans, Juan Soto devient un cas spécial, comme Guerrero sera un cas spécial, comme Gunnar Anderson dans 4 ans va être un gars spécial, parce qu'Anderson est arrivé tôt, alors que tu as un Adley Rutschman qui dans 5-6 en fait, dans quoi, il va avoir 29, 30 ans, là, ce qu'il devait être joueur autonome, parce qu'il a été signé des collèges américains, puis a fait ses débuts dans le baseball majeur plus tard. Alors, c'est ça qui change un peu la donne, Alain, pour ces fameux salaires-là. Et c'est pour ça que d'année en année, ben, on dirait que les choses changent, mais toujours est-il que je trouve que 50 millions et plus, là, entre 35 et 41 ans là, pour Juan Soto, là, ça va donner quoi, là? Marc, il n'y a pas un seul contrat de cette durée qui a bien vieilli. Bon, et moi, c'est à moi que je te pose la question maintenant. Est-ce que c'est mieux de donner un contrat de 50 millions par année jusqu'à l'âge de 41 ans ou d'avoir l'idée du commissaire d'amener un frappeur au choix du gérant à un moment choisi? Cette idée saugrenue a été écartée d'ailleurs par Rob Manfred. Ce qu'il a dit, je veux juste préciser, on en a parlé. C'est tout ce qu'il a dit. Et là, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Mais il dit, on n'est pas proche d'avoir ça dans le baseball majeur. Écoute, Marc, il y a des mesures qui ont été adoptées. Il faut que tu fasses attention, Marc. Puis je vais revenir encore sur les défenses adaptées qu'on a interdites. Parce que ça a eu l'effet contraire de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des balles en jeu, on veut des joueurs qui s'élancent pour faire contact. Avec cette règle-là, tu favorises l'arrivée de ces lourdeaux gauchers qui font juste tirer la balle. Je nommerai pas de nom, vous êtes capable de les nommer vous-même. Donc, c'est ça qu'on a fait avec cette règle-là. Bon. Penche-toi pas, Alain. Plutôt que non, mais tu me permets quand même de prendre la parole. Je vais la prendre dans ce sens-là. Donc, mais tu fais bien quand même de soulever ce qui a été discuté là, sur les réseaux sociaux. Mais ce qui m'inquiète, par exemple, Alain, c'est qu'il y a quelqu'un qui a soulevé l'idée puis qu'on en a discuté. Si quelqu'un soulève l'idée, c'est une chose, mais là, dire, ça n'aurait jamais dû aller plus loin que de dire ça n'a pas d'allure puis on n'en parle plus. Là. Je veux dire, là, il y a certaines règles on n'a pas dénaturé le baseball, au contraire, mais là, on s'en allait vers une situation où ça semblait très, très difficile. Là. Non. Écoute, Marc, en tout cas, j'ai trouvé ça rigolo plutôt. Je suis content de la réaction de Rob Manfred. Il a fait un excellent boulot avec le cadran. Je pense que c'est la meilleure décision qui a été rendue dans le baseball majeur au cours des 30 dernières années. Il y a encore des choses à faire. Si on veut s'attarder sur quelque chose, je pense que le baseball majeur nous a prouvé qu'on avait beaucoup d'argent.
ben, embauchez donc des spécialistes pour regarder comment on peut améliorer la santé des lanceurs. Je pense que ce serait peut-être la première chose à regarder, compte tenu là, de l'hécatombe des lanceurs au cours des dernières années. On sait que c'est la vélocité. On se doute bien que c'est la vélocité là, qui va en augmentant, là, qui fait en sorte que les tendons sont sollicités, mais on aura l'occasion d'en parler. Marc, quand on s'est parlé du temple de la renommée, tu étais d'avis que Dave Parker méritait sa place. Ben voilà, il est au temple de la renommée. Le comité des vétérans qui l'a choisi en compagnie de Dick Allen. Ben écoute, tu sais, puis je suis content pour eux. Je suis un peu déçu, pas déçu, mais triste pour des gars comme Steve Garvey, pour les autres qui n'ont pas eu les votes nécessaires. Mais là, à un moment donné, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Tu sais, Dave Parker, on a eu la chance de grandir en suivant les expos et malheureusement jouer dans la même division que les Pirates. Mais on a vu Dave Parker souvent là, comme partant des expos là, dans les années fin des années 70, début des années 80. Mais c'est pas juste ça, Dave Parker. Là. Lorsqu'il est parti aux Reds de Cincinnati, il a eu un impact immédiat avec les Reds. Tu regardes sa feuille de route, il a fait une différence. Il n'a pas passé inaperçu, certes, Dave Parker. Très heureux pour lui. Oui. Et dans le cas de Dick Allen, Marc, c'était un frappeur hors pair pendant 10 ans dans le baseball majeur. C'est un non-conformiste. Ceux qui, il a fait l'objet, il faut bien dire, d'une campagne de dénigrement. Je pense à Bill James, entre autres, qui avait écrit que Allen a tout fait pour miner l'atmosphère de chacune des équipes pour lesquelles il a joué, ce qui est complètement faux. Là. Mais l'image, souvent, que les gens retiennent de Dick Allen, tu l'as déjà vu, c'est celle à la une du Sports Illustrated en 72, alors qu'il jongle avec des balles avec la cigarette à la bouche. Bon, c'est sûr que ça paraît pas très bien. Il y avait un traitement de faveur de la part de Chuck Tanner, qui le traitait de façon différente de tous les autres. Sauf que cette année-là, il a été choisi le joueur par excellence de la Ligue américaine. Mais il faut savoir, faut se mettre faut retourner dans l'ambiance sociale dans laquelle Allen a été plongé dans le baseball. Tu sais, quand les Phillies l'ont embauché, là, pas entouré, on l'a envoyé dans les ligues mineures, dans le sud, tout seul, pas entouré. Marc, il faut pas te faire un dessin comment ça se passait là, dans ce temps-là, dans le sud. Je veux dire, même en 1989, la Ligue Southern ne voulait pas d'arbitre noir. Là. Tu sais, fait que regarde, dans les années 60, fait que Dick Allen a été plongé là-dedans. Fait que tu comprends que quand il est arrivé dans les majeurs, il y a eu la réaction de nombreux Afro-américains, c'est-à-dire que suspicieux des Blancs, puis écoute, nous autres, on ne peut pas se mettre dans leur peau, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi ils ont réagi de la sorte après ce qu'ils ont vécu. Là. Donc, tu sais, ça a formé probablement la personnalité de Dick Allen. Ceux qui l'ont connu de près vont vous parler de quelqu'un qui était fort tranquille, tu sais, qui menait pas de train, mais qui faisait les choses à sa manière. Mais ça a été tout un frappeur, Marc. Sa réputation a fait en sorte qu'à un moment donné, il s'est tanné, il a pris sa retraite avant. Bon, il n'y avait pas de grosse demande, il faut bien le dire, là. Mais moi, je pense, si on parle strictement de ce qu'il a fait sur le terrain pendant les 10 années où il a été très, très bon, il méritait sa place. C'est pour ça que j'aime le comité des vétérans. C'est pas toujours parfait, mais ça donne une chance à l'Inde de revoir, de réanalyser, de comprendre l'impact que ces gars-là avaient. L'environnement dans lequel ils évoluent. Il y a un paquet de facteurs, puis je pense qu'on a réussi, on a compris le dossier de Allen à ce niveau-là. Oui. Ben, c'est le temps de la carte de baseball. La carte de la semaine, présentation de card-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Cette semaine, on va parler de Dick Allen. Il n'y a pas longtemps, on parlait de Dave Parker. Je pense que c'est de soi que Dick Allen soit notre carte de la semaine, la carte 1965, numéro 460 de Topps. Il y a eu confusion sur son prénom, Marc. Il n'y avait pas vraiment de confusion. Il s'est toujours fait appeler Dick Allen. Il y avait quelques Américains qui n'aimaient pas le prénom Dick. Ça fait que on l'a appelé Richie, mais c'était toujours Dick. Pourtant, ça ne posait pas de problème pour Dick Williams, par exemple. Encore des stéréotypes, Marc. Mais on va passer rapidement là-dessus. Il a joué au premier but, au troisième but également. C'est au premier but qu'il a terminé sa carrière. Quand je dis qu'il
qu'il a été excellent. Il y a 2 recrues, Marc, au milieu des années 60 qui sont arrivés, qui ont fait un impact immédiat, qui ont gagné le championnat des frappeurs. Recrue de l'année. Il y a lui dans la nationale, puis Tony Oliva avec les Twins du Minnesota. 2 titres de champion frappeur. Donc, il y avait une nouvelle cuvée qui s'en venait. Il y a les Afro-Américains qui s'en venaient de plus en plus nombreux. Il y avait des Cubains aussi qui s'en venaient de plus en plus nombreux. Surtout ceux qui ne voulaient pas retourner à Cuba avec la prise de pouvoir de Castro, tu comprends? Donc, ils sont tous restés aux États-Unis. Puis, il y en a eu des très bons dans les années 60. Donc, Dick Allen, qui a fait partie de l'étoile des recrues pour la saison 1964, s'est souligné dans cette carte 460 de l'année 1965 avec les Phillies de Philadelphie. Voilà ce qui complète notre rendez-vous semestriel, on pourrait dire, de compte complet. Marc, c'est loin d'être fini. Je regarde la liste des joueurs autonomes. Il y en a encore des très bons. Donc, il y aura assurément d'autres comptes complets d'ici le camp d'entraînement en fonction, évidemment, de l'actualité dans le baseball majeur. On suit ça pour vous. Puis on se donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.